Donc, je vais maintenant présenter notre intervenante suivante, qui est Cléo Carastro. Euh, Elle est maîtresse de conférences à l'EHESS, où elle occupe la chaire d'anthropologie et d'études classiques, anthropologie, la religion et histoire culturelle de la Grèce antique. Ancienne rédactrice en chef du journal L'Homme, ses domaines d'études comprennent l'anthropologie et l'histoire de la Grèce antique, la religion, l'écriture rituelle, la médecine, les études comparatives des sociétés anciennes et contemporaines, l'historiographie et l'ethnographie des pratiques rituelles chez les Nuna au Burkina Faso. Elle est membre fondatrice et directrice d'un programme de recherche interdisciplinaire intitulé Pratiquer le comparatisme, terrain, texte, artefact, qui fait intervenir des spécialistes des mondes anciens et des mondes contemporains dans une démarche qui ne présume aucune hiérarchie entre les aires culturelles, sans assurer non plus un statut d'exception aux cultures de l'Antiquité. Donc, nous allons l'entendre. Elle va parler en français, mais son titre donc, est en anglais. Afterology, Anthropology and the Classics. Cléo Carastro, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aux organisatrices pour m'avoir conviée à cette journée qui nous donne l'occasion de réfléchir ensemble à une thématique importante qui est trop souvent pensée comme une importation d'outre-Atlantique, tellement elle paraît tout à fait hors sol dans nos universités, sans parler de la rhétorique ambiante des polémiques alimentées par certains de nos hommes politiques qui agitent les épouvantails de la division pour mener à bien leur projet de fragmentation du tissu social. Je profite de cette occasion pour les remercier, Anne-Sophie, Mathilde et Claire, de cette heureuse coïncidence de calendrier, car depuis le 1er février, l'on célèbre la 45e édition du Black History Month, le mois de l'histoire noire. C'est un moment de grande effervescence éditoriale pour faire mieux connaître au public non seulement l'histoire de la diaspora africaine dans le continent américain, mais aussi celles et ceux qui ont fait, font, écrivent même l'histoire des États-Unis. Alors, si j'ai évoqué d'entrée l'expérience américaine, ce n'est pas pour insister une fois de plus sur l'écart qui existait entre un nouveau continent agité par le racialisme et un bon vieux continent qui baigne dans la sagesse de l'universalisme porteur d'égalité, droit dans ses bottes, bien dans sa peau, parce que protégé par ses frontières et ses portails électroniques. Au contraire, il me semble que la notion d'Atlantique noir, élaborée à jadis par Paul Gilroy, nous permet de penser les connexions plus nombreuses que l'on pourrait le croire entre les débats outre-Atlantique et les nôtres. Des débats qui concernent aussi les spécialistes de l'Antiquité. J'ai dit débat, mais il n'est pas question d'idées seulement, mais des vies entières, tout entières, de destins. Je dirais même de destins croisés, pour le dire avec Italo Calvino. Alors oui, car la diaspora n'est malheureusement pas qu'une affaire de passé ou d'un ailleurs qui nous concernerait peu ou plus ou pas du tout en tant qu'antiquisante. Antiquisant. La crise migratoire que connaît la Méditerranée ne saurait être passée sous silence. Le militantisme de Claude Cahlam en est la preuve. Et encore moins toute la rhétorique qui s'est développée il y a une quinzaine d'années autour de l'identité nationale que Marcel Détienne avait dénoncé au temps de la création en France d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Si nos collègues antiquisants Donna Zuckerberg ou Daniel Pedilla-Peralta tirent la sonnette d'alarme sur les formes d'appropriation de l'Antiquité par des mouvements d'extrême droite, les suprémacistes blancs, et dénoncent la whiteness dans nos milieux, qui se pensent encore trop souvent comme des lieux de formation pour des élites et qui connaissent si peu le métissage, cela vaut la peine donc d'y prêter une oreille plus qu'attentive. Car les spectres identitaires qui pouvaient hanter les philologues de l'Allemagne nazie ou de l'Italie fasciste ne sont jamais loin. Toute une nouvelle esthétique des arts visuels, du cinéma, du théâtre, s'est construite en réaction à cette culture de l'entre-deux-guerres qui célébrait l'antique dans ses valeurs de puissance, dans son architecture, qui s'est mutée dans le brutalisme, si fortement évoqué par Achille Mbembe dans son dernier ouvrage. Alors on pourrait supposer que du fait de la circulation, les nouvelles générations sont davantage immunes de ces spectres.
La mobilité et l'internationalisation sont depuis 3 décennies déjà une donnée constante dans la formation des jeunes chercheuses et chercheurs. En sciences sociales, c'est justement l'expérience de l'extériorité de l'observateur par rapport à son objet et terrain de recherche qui définit les études réelles, soit l'étude du monde ou d'une région du monde. Et ceci pourrait concerner également la formation de jeunes classicistes à partir du moment où ce que nous appelons l'Antiquité classique se constitue, dans la tradition anthropologique, comme un ailleurs dont il faut mesurer les écarts avec le monde contemporain, afin de ne pas se laisser duper par les jeux d'illusion et de rétroprojection qui avaient cours justement en ce début du siècle dernier. Seulement voilà, la fiction de plonger dans l'altérité à la simple lecture d'Homère ne me paraît pas tenir face au élan d'une tradition conservatrice qui célèbre le littéraire comme voie privilégiée à cet Éden de valeurs universelles, l'amitié, la démocratie et qui sait quoi encore, que serait donc l'Antiquité. Et il ne suffit pas de se déplacer dans d'autres villes universitaires, que ce soit Paris, Pise, Heidelberg, Cambridge ou un campus américain, pour s'imaginer d'avoir rempli le contrat de la mobilité. Qui ne connaît pas le sentiment de confort, de jubilation même, lorsqu'on se retrouve dans une bibliothèque, que l'on a saisi le système de classement des ouvrages et que l'on a repéré ce dont on a besoin, que l'on a cherché depuis si longtemps ou que l'on découvre en flânant dans les rayonnages. Le monde extérieur risque ainsi de n'être qu'une donnée secondaire qui va nourrir à la limite un imaginaire d'anecdotes à partager avec les amis et les proches. Mais au fond, travailler sur l'Antiquité classique semble ne pas comporter donc de dépaysement nécessaire, de déplacement, de pas de côté. Et pourtant, il suffit parfois de sortir de son campus, de prendre un bus, lieu emblématique de la ségrégation raciale dans de très nombreuses villes états-uniennes, pour se rendre compte que ce lointain 1er décembre 1955, où Rosa Parks avait le courage de refuser de céder sa place à un homme en raison de la couleur de sa peau, n'est pas si loin. Entre 1998, lorsque j'étais doctorante à Johns Hopkins University, et nos jours, enfin jusqu'il y a un an, prendre un bus à Baltimore ou à Washington offre toujours l'occasion de voir une facette de la vie américaine qui est totalement invisible dans les campus standards. On me rappellera alors que dans la vieille Europe, les usagers des transports en commun reflètent davantage la mixité sociale. Vraiment ? Et pourtant, ce n'est pas ce que l'expérience du confinement nous a laissé percevoir des hiérarchies sociales et de la division du travail en France, entre la pratique d'un télétravail pour certaines, certains, et les tâches du quotidien assurées par d'autres. Ces autres qui d'habitude sont invisibles. Mais peut-être que mon séjour américain était entré en résonance aussi avec ma première expérience de terrain anthropologique au Burkina Faso, un an auparavant, lorsque je me suis retrouvée confrontée au débris de l'empire colonial français, en vivant dans un très grand malaise, le fait de me retrouver en situation privilégiée du seul fait de ma couleur de peau. On m'appelait Nassar, qui est le mot moreb qui désigne les blancs détenteurs du pouvoir colonisateur. Alors, l'affaire est entendue. Nous ne saurions négliger encore la dimension réflexive et politique dans nos façons de faire des sciences humaines et sociales. Mais il me semble qu'il serait pernicieux de céder aux sirènes du powerism, comme l'appelle Marshall Sahlins. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi un titre en anglais. Alors, j'ai essayer de partager mon écran en espérant que tout se passe au mieux pour partager quelques lectures avec vous. Oui. Voilà, c'est bon, ça passe. Merci. C'est bon? Oui. Oui, voilà. Donc, je vous disais pourquoi Afterologies. Voilà, parce que j'ai été assez frappée par cet essai de Marshall Sahlins, dont je vais vous proposer voilà, quelques passages. Je disais, il me semble qu'il serait pernicieux de céder aux sirènes du powerism, comme l'appelle Marshall Sahlins, car notre conscience politique
se doit d'être couplée à une réflexion sur les outils conceptuels qui s'élaborent en rapport étroit avec nos terrains, en histoire comme en anthropologie, afin d'éviter les brouillages ontologiques que l'anthropologue de Chicago a dénoncés jadis. C'est donc à partir de la fameuse conférence Huxley que Marshall Sahlins a prononcé donc en 1998 au Royaume-Uni, que je vais me situer par rapport à ce qu'il appelle les afterologies, afin de réfléchir aux manières et aux conditions épistémologiques qui ont permis aux classicistes d'instaurer un dialogue avec les anthropologues et d'extraire ainsi l'Antiquité classique de son isolement olympien. Alors, dans sa réponse vigoureusement argumentée aux critiques que les tenants des thèses postmodernes en anthropologie portaient vis-à-vis de la notion de culture, Marshall Sahlins propose d'interroger la posture des universitaires américains qui, tout en dénonçant le caractère fictif assigné aux notions de culture ou de structure, se trouvent embarrassés face aux revendications locales d'identité culturelle. C'est l'époque, en effet, des polémiques sur l'invention de la tradition, sujet de moins de la gente historienne, mais anthropologique aussi. Du coup, les thèses postmodernes, postcoloniales, seraient portées à projeter une construction occidentale du pouvoir et de la puissance sur des réalités sociales et culturelles, et Sahlins revendique le terme, où justement la question du pouvoir ne se pose pas de la même manière. Donc, alors, Sahlins, justement, voici quelques passages, rappelle que trop d'anthropologues disent que les soi-disant traditions font étalage, dont font étalage les populations, ne sont rien de plus que de commodes fumisteries. Hein. Il s'agit de traditions inventées, l'expression donc en vogue, fabriquées dans une optique politique à l'aune du contexte présent. Il prendra plus loin l'exemple du sumo au Japon et donc des nouvelles politiques, si vous voulez, autour de l'organisation de ces combats, de ces formes de lutte rituelles. Alors, symbole donc d'une indigénéité et d'une antiquité supposée, ces histoires doivent en réalité leur substance ainsi que leur existence aux cultures capitalistes occidentales qu'elles défieraient ainsi. Certaines d'entre elles sont clairement des inversions au bénéfice des locaux, des traditions des colonisateurs. Juste un peu plus loin, Sahlins justement essaye de montrer comment la culture, sujet, enfin plutôt notion qu'il essaie de défendre dans tous ses travaux en essayant d'articuler la pensée structuraliste des traditions françaises avec un souci pour les données historiques. Donc la culture devient un mythe dans le discours donc, de ces détracteurs. Une invention, une mystification, la représentation collective trompeuse des intérêts particuliers de quelqu'un. Clairement, une telle invention de la tradition est un bon poste d'observation pour parler de la science sociale et émancipatrice ou critique culturelle des dernières décennies. Alors, le ton est ouvertement polémique. Hein. Il est clair, on sait bien que Sahlins n'a pas du tout apprécié ce phénomène justement du postmodernisme en anthropologie et il démonte en fait toute une série d'arguments qui sont souvent portés à la faveur de ces... Donc il fait allusion notamment au déplacement rhétorique, je prends la lecture, vers la moralité et la politique qui a emporté toutes les sciences humaines et qui a conduit notamment à une sorte d'amnésie anthropologique, une perte de la mémoire ethnographique. La critique a réussi le tour de magie intellectuelle de transformer les chartes mythiques de Malinowski en traditions inventées d'Osbaum, sans que quiconque s'avise qu'il s'agit pratiquement de la même chose. Ce passage est très important parce que Sahlins, à partir de là, montre comment les thèses postmodernes, en fait, sont un mouvement où il faut couper la tête des ancêtres ou tuer les pères, diraient d'autres, dans la mesure où, en réalité,
des anthropologues comme Malinowski ou même comme Osbaum avaient déjà réfléchi à ce qu'on appellera plus tard les traditions inventées. Pour arriver donc à cette phrase qui fait un petit clin d'œil à l'exposé de Fierroz, avec lequel on essaiera aussi de discuter, puisque il y a une partie de mon exposé qui porte sur les considérations du rapport entre anthropologie et études classiques en France. Donc nous avons connu l'orientalisme et il est désormais l'heure. Hein. Et donc, cette idée de laisser tomber les cultures, forgetting culture, comme notion obsolète, selon l'expression de Brightman, est due à l'influence donc hégémonique sur l'anthropologie des études aphterologiques. Justement, ces prépositions postmodernisme, post-structuralisme, postcolonialisme, etc., dont on a qualifié collectivement d'aphterologie. Et néanmoins, donc, il est étonnant, au regard de l'histoire de l'anthropologie culturelle nord-américaine, d'affirmer que nos ancêtres intellectuels construisent une vision des cultures comme des entités délimitées de manière rigide, séparées, immuables, cohérentes, uniformes, totalisées et systématiques. Ici, donc, Salins fait allusion notamment au paradoxe de formuler ce type de thèse dans une tradition américaine qui, elle, est très sensible justement donc, à la connexion entre tradition culturelle et à la non-étanchéité, en fait, de ce qu'on appelle les cultures. Quand on parle de traditions inventées, donc là, retour du ton polémique, le principe historiographique revient ici, comme le dit également Brightman, à attribuer à ses prédécesseurs l'opposé de ce qui est désormais considéré comme vrai. Évidemment que ça, c'est une technique, une rhétorique qu'on connaît bien. Donc, en tant que procédé universitaire, il ne laisse pas même aux anthropologues de jadis le bénéfice de la polyphonie de voix contestataires qui est présumée déstabiliser les idéologies et les cultures d'autres tribus. Or, ce souci que Salins a de maintenir un dialogue avec la tradition anthropologique, on pourrait le ressentir comme une sorte de défense des acquis par un vieux professeur qui défend un peu son domaine et son mandarinat. J'ai pas du tout cette perception. Salins, on connaît bien l'engagement que Salins a pu avoir dans le débat politique américain contre la guerre au Vietnam, par exemple, occupation de campus à l'Université du Michigan, où il enseignait avant de partir à Chicago. Et puis, engagement aussi au moment de la guerre contre l'Irak, par exemple, au lendemain du 11 septembre 2001. Donc, en réalité, je reprends donc ce passage qui me paraît important. Beaucoup de mêmes débats et critiques avaient cours dans l'anthropologie d'il y a 60 ans, mais ils avaient une tournure plus scientifique. Ils prenaient l'apparence de discussions anodines et banales d'ordre épistémologique sur l'écart existant entre les normes culturelles et les pratiques effectives, entre l'idéal et le réel, entre les schémas culturels et les comportements individuels. Cela ne concernait pas donc que l'anthropologie américaine. Raymond Firth avait élaboré toute une théorie de cette sorte sous l'aspect d'une distinction entre la structure sociale et l'organisation sociale. Et effectivement, un point important, c'est que entre discours tenus et puis pratique, il y avait un écart que ces pairs de l'anthropologie avaient déjà bien repéré. Donc, on pourrait dire que Salins répond même aux Foucaldiens en disant toute cette réflexion sur l'ordre du discours, certes, elle est utile dans une approche généalogique de la culture, de la philosophie, mais en même temps, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau dans le champ de l'anthropologie. De telles discussions, toutefois, ont disparu de leurs avatars aphterologiques, traitant de la subversion de l'autorité par des voies dissidentes, de l'hétéroglossie
des discours contestataires et autres expressions recommandées similaires exprimant des préoccupations morales antifondationalistes. Là encore, la différence réside dans le fait que nous comprenons tout sous l'angle fonctionnel comme dispositif de pouvoir, c'est-à-dire que nous évacuons toute dimension substantielle ou structurelle. Et c'est là justement que je trouve le point crucial en fait de la critique portée par Salins donc à ces mouvements aftérologiques où la moralisation ou la politisation du discours universitaire sont liées en fait à une approche fonctionnelle, voire fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'on on se retrouve face à une sorte d'amnésie de ce que la dimension justement structurelle des faits de culture permet de comprendre donc des sociétés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Salins tacle un peu la revue Cultural Anthropology, revue qui voit l'apparition d'un article important quelques années après la conférence de Salins, qui avait été publiée aussitôt en 1999. Et donc là, c'est Anne Stoller qui, dans Imperial Debris, justement, rappelle comment elle, avec d'autres, avait utilisé justement aussi cet appareil lié aux études postcoloniales, cet appareil herméneutique, d'outils conceptuels, qui faisait appel donc à une notion de gouvernance qui peut-être demandait à être nuancée en fonction des contextes auxquels on l'appliquait. Alors, tout ceci me paraissait important à rappeler, d'autant plus que nous avons aujourd'hui des résonances, consonances un peu troublantes dans les débats dans la société française. Il me semble que pour sortir, faire un pas en arrière, donc concernant les polémiques actuelles, il peut être justement salutaire de voir comment ces thèses ont pu, donc les thèses postcoloniales ont pu être combattues par les tenants d'une notion de culture qui était très attachée au phénomène des structures. Or, et c'est là qu'on va peut-être pouvoir fournir quelques éléments de réponse aux questionnements soulevés par Firoz et par mon collègue. Pour opérer des déplacements, quand on est classiciste, il faut peut-être avoir conscience aussi des débats intellectuels dans lesquels nous nous situons en France depuis les années 60. Et j'aimerais rappeler deux expériences qui sont différentes, mais qui me paraissent déterminantes et susceptibles de se nourrir mutuellement par rapport justement à ces déplacements dans le champ des études classiques. L'un est celui de l'anthropologie des sociétés anciennes, qui est comparatiste, et l'autre celui de la philologie de Jean Bollack, de Pierre-Jules Lacombe, en prise avec les réalisateurs et les réalisatrices du théâtre contemporain. On a mentionné tout à l'heure Ayaan Mnouchkine. Il est vrai qu'elle est intervenue à plusieurs reprises dans les débats récents. Elle a aussi entendu certaines requêtes par rapport à la mise en place de son théâtre, tout en revendiquant justement la liberté de la création. Et avec Pierre-Jules Lacombe, Mnouchkine avait justement travaillé non seulement l'Orestie, mais même plus tard d'autres tradition et relecture de la tradition classique. L'anthropologie des sociétés anciennes, qui est élaborée en France donc, dans les années 60, au sein de la communauté qui s'était formée au centre Lugernet à Paris, autour de Vernon, d'Étienne et Leroux, que Mathilde a mentionné en introduction à ces journées, c'est tout d'abord nourri du comparatisme. Ça, c'est un point qui me paraît un point clé pour comprendre non seulement
l'anthropologie dite historique, mais aussi la nature des malentendus qui se sont creusés au cours des dernières décennies. Un comparatisme donc qui ne crée pas de hiérarchie entre sociétés comparées et Chine, Inde, Grèce, Mésopotamie sont mises sur le même plan avec les sociétés africaines qui étaient encore considérées comme des sociétés sans écriture. Je vous rappelle, c'était l'appellation de la chaire de Claude Lévi-Strauss à l'école pratique des études dans les années 60. Donc, un comparatisme qui ne crée pas de hiérarchie, même s'il pense encore en termes de gros ensembles culturels, ce qui sera justement une des difficultés de sa réception, je pense, dans le monde anglo-saxon notamment. Un comparatisme qui se développera de plus en plus avec les travaux de Détienne, qui travaillait avec les africanistes et les américanistes, mais aussi des anthropologues théoriciens comme Gérard Lanclus. Or, on connaît les thèses de Détienne qui a œuvré pour un comparatisme expérimental, capable de forger ces objets au fil de l'échange entre spécialistes de différentes sociétés. Mais ce que l'on souligne moins, c'est que ce comparatisme a une dimension de plus en plus politique et qui se heurte aussi à des malentendus sur les études aréales et les résistances que les thèses aftérologiques, justement, semblent avoir créées. Je vais y revenir, mais quand on parle de la communauté autour de Vernon, il faut, d'Étienne et de Leroux, il faut aussi rappeler notre rapport qui est parfois négligé dans l'analyse que l'on fait de cette communauté. Je pense donc au travail sur l'historiographie mené par Pierre Vidal-Naquet, que Firoz a rappelé. Pierre Vidal-Naquet, historien vraiment engagé à la fois sur le front de l'histoire ancienne, des usages du passé, mais aussi de l'histoire contemporaine, et notamment sur la guerre d'Algérie. Donc, un historien en prise avec les enjeux contemporains de décolonisation dans une bataille qui était menée avec vigueur au nom de la vérité contre les silences de l'État. Revenons au comparatisme et à sa réception, puisque le pamphlet d'Étienne Comparer l'incomparable est surtout dans sa deuxième édition de 2010, règle ses comptes non seulement avec la tradition historienne française, mais aussi avec des figures d'autorité comme celle de Mosensfilde. Mosensfilde qui, justement, a été très connu pour, en France pour ses travaux menés justement sur l'esclavage, sur le rapport à la terre, les formes d'économie. Et pour cet essai Anthropology and the Classics, d'où le titre, voilà la deuxième partie de mon titre, qui a été un peu corrigé, si vous vous souvenez de la première diapositive. Anthropology and the Classics. Anthropology and the Classics, c'est un texte qui mérite, à mon avis, d'être relu à la lumière des débats actuels. Puisque Finlay doit prendre les distances d'une tradition cantabrigeoise, il faut rappeler justement que l'anthropologie s'invite dans le champ des études classiques autour de la figure de James Fraser, de ses travaux donc autour du rameau d'or, et de la petite communauté qui se forme autour des lits, avec Gilbert Murray, Jane Harrison et Francis Comfort, qui effectivement passent pour être les ritualistes de Cambridge. Firoz connaît très bien toutes ces questions. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Finlay doit donc donner légitimité à une forme de comparatisme que les historiens pourront entendre sans qu'aucun compromis ne soit passé avec cette approche entachée donc de jugements très coloniaux, on dirait presque, qui avaient été pu proférer par Jane Harrison, par exemple, dans certains de ses écrits. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui me paraît important dans ce débat, c'est que le reproche fait justement à Phil par Détienne porte sur le fait que
finalement, on décide à l'avance qui doivent être les partenaires de ce comparatif, de cette table comparatiste, sans laisser de place à l'élément surprise, à l'élément qui ne serait pas de l'ordre de l'attendu. Justement, l'anthropologie comparatiste de Détienne se développe notamment à partir de l'idée que l'objet de la comparaison n'est pas donné d'avance, mais il se construit au fur et à mesure des échanges entre différents spécialistes. Or, cet éloge donc, de l'inattendu pourrait être justement quelque chose qui entre en résonance avec le débat anthropologique actuel autour des travaux d'anthropologues comme Anna Tsing ou de théoriciennes comme Donna Haraway. Et il me semble que justement la notion d'entanglement, d'enchevêtrement, peut être réinvestie dans nos débats afin de mieux comprendre comment ces va-et-vient entre l'Antiquité et le contemporain, entre différentes sociétés, par le comparatisme notamment, nous permet de sortir de certains héritages lourds qu'on doit toujours devoir gérer dans nos académies. Alors, est-ce qu'il faut en finir avec les classiques ? On ne saurait passer sous silence les événements récents autour des propositions de Daniel Pedilla-Peralta qui, dans un panel de Future of Classics, donc en 2019, avait défendu l'idée que tant que les classiques relèveront du domaine des élites blanches, ces mêmes élites qui ont usé de la référence à l'Antiquité pour justifier justement leur politique de domination, eh bien ces classiques ne devraient pas avoir de futur dans les universités. Les sujets controversés, un récent article dans le New York Times en témoigne avec finesse. C'est un débat justement dans lequel aussi Mary Bird est intervenue et où on a le sentiment que même les interlocutrices directes de Daniel Pedilla-Peralta sont plutôt prudentes. Je pense à Amy Reiklin en Californie ou Mary Bird justement. Alors, c'est un débat nord-américain, me direz-vous, car la société états-unienne est toujours construite sur ce contrat social qui oppose la population blanche à celle des Noirs ou des Latinos pour justifier donc des effets de domination économique. J'en serais pas si sûr. Encore une fois, il me semble qu'une voie à explorer sérieusement, plutôt que d'effacer les classiques en tant que tels, comme appellation, c'est de les adapter donc à un débat contemporain qui se nourrit de cette réflexion sur justement les formes d'enchevêtrement, non seulement entre cultures, donc entre formes d'organisation sociale des humains, mais aussi entre les humains et tout ce qui relève du non-humain. Voilà, je vous remercie pour votre attention.